le meilleur atout de Nicolas Sarkozy, c'est peut-être les liens d'amitié qu'il a su établir au fil des années avec Martin Bouygues, patron du premier groupe de BTP français et propriétaire de TF1. Martin Bouygues est un de mes meilleurs amis, je l'aime énormément. Nous nous connaissons depuis le début des années 80. C'est le père de Martin qui nous a présentés. Il est même le parrain de mon fils. Et j'ai été son avocat lors du raid des Bolloré contre lui. Une amitié quasi familiale avec le propriétaire de TF1, dont il fut l'avocat. Des relations privilégiées avec les journalistes qui comptent. En 20 ans, Nicolas Sarkozy a su tisser de solides réseaux d'influence. Pour certains, il est même devenu un peu trop puissant. En avril 1983, Achille Peretti, le maire de Neuilly, décède brutalement. Le conseil municipal doit élire un remplaçant. Pour conserver la ville, les gaullistes ont pensé à Charles Pasqua. À la manœuvre, Sarko et son copain Balkany. Charles Pasqua à la clinique allait se faire opérer le lendemain. On a rhabillé Pasqua, on l'a ramené chez lui. Charles a demandé à Nicolas de faire le tour un peu des conseillers municipaux pour voir quelle était la tendance. Très vite, le conseil municipal fait comprendre à Sarkozy que Pasqua, ancien représentant d'une grande marque de pastis, ne correspond pas vraiment à l'image qu'ils veulent donner de leur ville. Nicolas Sarkozy veut tenter sa chance, mais la direction du RPR ne lui fait pas confiance. Et tout le monde lui a dit... Chirac, Pons, tout ça, lui ont dit pas question, c'est Charles qui doit y aller, etc. N'écoutant que sa bonne étoile, Sarkozy passe outre et à 28 ans, il est élu maire de Neuilly. Eh bien, plusieurs choses. La première, c'est qu'il cumule énormément de privilèges. Ces privilèges sont évidemment monétaires. Il gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'il gagne autant d'argent quand il échoue que quand il réussit. Mes chers compatriotes, Sarkozy a imposé ses conditions à Chirac. Il cumulera la présidence de l'UMP et le ministère de l'Intérieur. Tous les mômes de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Il vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien et une mère avocat. C'était tout de même pas l'horreur. Dans le cours le plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein. Faut pas exagérer. Quelle décision de Nicolas Sarkozy aurait pu lui être dictée par les francs-maçons, puisque vous leur prêtez ce pouvoir énorme auprès du chef de l'État actuel? D'abord, dicter est un mot qui me paraît beaucoup trop fort. L'idée n'est pas là. L'influence, c'est pas de dicter des décisions. Maintenant, effectivement, l'influence des francs-maçons s'est fait sentir quand, par exemple, Nicolas Sarkozy a pris ses positions sur la laïcité. Nicolas Sarkozy est le symptôme et pas du tout la cause ou le fait générateur de cette dérive oligarchique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a 25 ans, on avait une nomenclatura française qui avait des caractéristiques très proches de la nomenclatura soviétique, c'est-à-dire qu'elle se renouvelait peu, vous y étiez en gros à vie, et elle se reproduisait, c'est-à-dire qu'on était fils de nomenclaturistes et donc nomenclaturiste soi-même. En Union soviétique, le communisme a disparu et les nomenclaturistes sont devenus des oligarques. Eh bien, curieusement, en France aussi, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, et on a été très étonnés de voir le rôle inconscient et sûrement involontaire que la gauche a joué dans cette histoire de l'oligarchie, l'arrivée de la gauche au pouvoir a été marquée sur le plan économique par les nationalisations, par exemple. Les nationalisations, ça a consisté à donner beaucoup d'argent à ce qu'on appelait avant les 200 familles, disons, aux gens qui possédaient les banques et les entreprises industrielles nationalisées. Ces banques, ces entreprises industrielles n'étaient pas toutes au mieux de leur forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, la gauche a fait un gros cadeau à un certain nombre de familles qui se sont retrouvées, ce qui n'avait jamais été le cas, en position d'avoir du cash, de l'argent liquide. Et puis, ensuite, la gauche a vu les marchés financiers à l'étranger qui commençaient à se libérer, à se libéraliser. Et là, alors que les déficits étaient déjà là en France, même s'ils étaient moins importants qu'aujourd'hui, eh bien la gauche s'est dit qu'il y avait un moyen tout simplement de financer la dette.
et on a libéralisé, dérégulé. Un homme qui a fait ça, qui était le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, qui s'appelle Jean-Charles Naouri, est aujourd'hui un des grands patrons qui gagne le plus d'argent et qui est propriétaire largement de casinos. Eh bien, ces gens-là ont effectivement modernisé, on pourrait dire, la finance et l'économie, mais ils ont aussi ouvert les vannes à la cupidité. Et vous avez, pour couronner le tout, 2 grandes banques d'affaires, Rothschild et la Banque Lazare, qui, elles, sont des banques bien privées et qui ont profité des nationalisations, des privatisations, un peu comme les usines marémotrices qui à chaque retour de marée, prennent, dans leur cas, beaucoup d'argent, beaucoup de commissions. On a créé là une sorte de caste qui a appelé les hauts fonctionnaires à venir travailler dans ces banques, etc., en leur proposant des salaires qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on proposait auparavant, si bien que on en arrive au constat suivant. Aujourd'hui, parmi l'élite de la fonction publique, c'est-à-dire l'inspection des finances, vous avez plus de la moitié des inspecteurs des finances qui travaillent dans le privé et qui se font beaucoup d'argent. Je trouve que quand on est initié, on prononce un serment et que ce serment concerne essentiellement 2 choses, c'est le secret et la solidarité. Pour ce qui concerne le secret, eh bien, on promet de ne pas révéler les travaux en loge, ce que je trouve très bien, et de ne pas révéler qui est franc-maçon. Et là, sur le secret d'appartenance, il y a un vrai problème. C'est que, par exemple, je prends un exemple simple, quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon, et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Là. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. Paul Amar. Ça peut poser un problème. Ce problème n'existerait plus s'il n'y avait pas de secret de l'appartenance. Selon les écoutes, vous traitez les juges de bâtards. Ce sont des mots à utiliser. Non, pas les juges de bâtards. D'abord, ce sont des écoutes privées, ce sont des conversations téléphoniques donc là, dans vous lesquelles j'ai pu me lâcher. Ouais. Et on ne va pas généraliser, n'en déplaise à certains. Donc vous voulez dire que les 3 juges de Bordeaux qui instruisaient l'affaire Bettencourt étaient des bâtards? Monsieur El Kabbach, il ne vous arrive jamais, vous, d'avoir au téléphone des propos qui dépassent votre pensée. Et si on mettait un micro dans votre salle de bain et que le matin, on vous entendait parler de votre concurrent sur RTL en disant de lui... On n'entendrait pas ça. Ah bon, je ne parle pas de lui, je ne pense pas à lui. C'est bien. Moi, j'y pense. Mais vous êtes peut-être ingrat parce que ce sont les mêmes juges qui vous avez mis en examen votre client Nicolas Sarkozy avant de lui accorder un non-lieu. Peut-être qu'ils étaient obligés, mais c'est ça. Avant de me convoquer pour me demander d'être entendu par la police et d'apporter mes agendas professionnels, après avoir opéré 4 perquisitions à son domicile, après l'avoir mise en examen, après l'avoir entendu et confronté pendant 22 heures, j'ai eu peut-être des propos qui ont pu être des propos privés et qui prennent aujourd'hui toute cette ampleur. D'ailleurs, je ne lis pas les papiers de Mediapart, mais je lis simplement que le titre, c'est le complot contre les bâtards de juges, alors que l'on veut ainsi généraliser. Si, pour certains, Éric Dupond-Moretti est un ministre qui dérange, toujours est-il que le garde des Sceaux fait parler de lui en raison de sa personnalité, de ses clashs ou encore de ses prises de paix. Dernièrement, c'est sa proximité avec l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, qui lui vaut une nouvelle polémique. Amis de longue date, tous deux passent chaque année une partie de leurs vacances d'été ensemble. Et 2020 n'a pas fait exception à la règle, puisque les 2 hommes se sont retrouvés sur la Côte d'Azur pendant quelques jours, rapporte Paris Match. Éric n'a pas changé, ses formidables points y allaient comme quand il sortait d'audience, il dit ce qu'il pense. Numéro 8230, le gros reste le gros. A d'ailleurs confié à cette occasion l'avocat au magazine. Problème, cet ami Thierry le garde des Sceaux a une situation de conflit d'intérêts, explique Mediapart. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sont en effet poursuivis pour corruption dans le cadre de l'affaire Paul Bismuth, dont l'enquête a notamment mis à jour l'épluchage des relevés téléphoniques d'une. Y compris ceux d'Éric Dupond-Moretti. Droit de réponse, un contexte d'autant plus délicat que le garde des Sceaux n'a visiblement pas renoncé à ses habitudes estivales prises avec le conseil de Nicolas. Dans un droit de réponse à la presse communiqué ce lundi 14 septembre, Éric Dupond-Moretti s'en est d'ailleurs défendu. J'ai le droit au respect de ma vie privée, ainsi qu'à ma liberté d'expression. Mais à l'origine, il y a Nicolas Sarkozy qui est mis sous écoute téléphonique durant 11 mois. Oui. Alors là aussi, ça pose quelques problèmes en termes de citoyenneté. Bon.
Est-ce qu'un juge peut... C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de la Libye. C'est-à-dire que ça démarre sur un document diffusé par Mediapart. Oui. Nicolas Sarkozy dit que ce document est un faux. Il va déposer une plainte. C'est là-dessus, durant 11 mois, qu'on va entendre l'ancien chef de l'État, qui doit aussi avoir quelques secrets de chef de l'État. Est-ce que le juge a vocation à connaître cela? Moi, je pose la question et je n'y réponds pas. Dans ce cadre-là, chaque fois que Thierry Herzog appelle Nicolas Sarkozy, ou chaque fois que Nicolas Sarkozy appelle Thierry Herzog, la police écoute. Moi, je dis la police retranscrit, et je dis que dès qu'ils peuvent, ils filent à quelques journalistes complaisants le résultat de ces travaux. Je voudrais vous dire aussi autre chose. Écoutez bien. La perquisition chez Thierry Herzog, elle est notamment fondée pour une prétendue violation du secret de l'instruction. Voilà pourquoi l'on perquisitionne. Le lendemain, M. Bourdin, le lendemain, la presse diffuse la photographie du domicile personnel de Thierry Herzog en indiquant qu'une perquisition a été diligentée chez lui. Vous pensez que c'est qui a prévenu les journalistes? Sa femme? J'aurais dû rentrer avant. Mais par contre, j'avais posé la question à M. Barre en lui disant, on me demande, mais je ne le ferai pas si vous pensez qu'il ne faut pas. Il m'avait répondu, je me souviens que c'était à Davos, il m'avait répondu, écoutez, mon meilleur ami pendant 30 ans a été un juif franc-maçon. Donc si vous le sentez, surtout, allez-y. Ça ne peut être que bien pour vous. Voilà. Donc je pense que c'était un homme qu'on pouvait croire, intellectuellement et à tout point de vue. Par conséquent, je me suis sentie vraiment portée et j'ai fait ma démarche ensuite. Voilà, cette séquence va devoir prendre fin simplement. Le feu a pris dans la majorité UMP des Hauts-de-Seine en raison de l'opposition entre Patrick Devedjian et Isabelle Balkany, proche de Charles Pasqua. Aujourd'hui, Patrick Devedjian explique les attaques contre lui parce qu'il lutte, dit-il, contre la corruption, une déclaration que Charles Pasqua ne pouvait laisser passer. Il faut qu'il se ressaisisse. Le département des Hauts-de-Seine mérite autre chose que ces combats subalternes. Et malheureusement, c'est lui qui est en grande partie à l'origine des troubles actuels. C'est donc à lui de faire en sorte d'y remédier et de conduire un apaisement au sein de la majorité. Dans le cas contraire, il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions. C'est sa présence même à la tête du Conseil général qui sera en cause. Patrick Devedjian est donc mis en garde, il pourrait se heurter à une révolte de l'UMP. Je ne me sens pas en danger, donc je vous remercie dans tous les cas d'y prendre autant de considération pour mon sort. C'est dans ce centre hospitalier de sa ville d'Antony que Patrick Devedjian s'est éteint cette nuit, atteint par le Covid-19. Patrick était un homme de contact, Patrick était un homme qui aimait la politique, qui aimait les gens, et je pense que c'est malheureusement à cette passion pour la politique qu'il a donné sa vie. Dans notre triptyque républicain, c'était la liberté, la première de ses valeurs. Ministre à 3 reprises, Patrick Devedjian avait 75 ans. Si je devais lancer un message pour les générations futures, le premier mot que je prononcerais, c'est courage, parce que les défis sont considérables. Courage, patience et énergie. C'est en tout cas ce que pense Jean-François Copé. Ouais. À l'époque, il était président de l'UMP, qui est devenu donc les Républicains. Et lui, ce qu'il nous a expliqué, on l'a rencontré à plusieurs reprises, ce qu'il nous a expliqué, il a enfin osé dire les choses telles qu'il le pensait parce qu'il a été blanchi par la justice, c'est que les gens qui étaient en place à l'époque à l'UMP, c'est-à-dire François Fillon et Nicolas Sarkozy, avaient pris prétexte de cette histoire judiciaire pour l'éliminer du paysage politique. Alors, l'affaire commence en 2014 avec la une du magazine Le Point, que l'on découvre, où on apprend que Jean-François Copé aurait piqué dans les caisses de l'UMP. Est-ce que ça veut dire que le magazine Le Point, que la rédaction du Point a été en quelque part manipulée alors ça on se demande bien par qui, mais en tout cas manipulée pour détourner l'attention sur Jean-François Copé et protéger Nicolas Sarkozy? Ça, en tout cas, c'est totalement la thèse de Copé et de ses amis qui sont convaincus qu'on a instrumentalisé la presse, et pas seulement Le Point, parce que beaucoup de journaux ont rebondi derrière en disant il y a quand même des choses bizarres avec Copé, il a dû s'en mettre plein les poches, il travaillait avec ses amis, puisque Big Malion, de fait, ce sont des gens qu'il connaissait. Donc il y a eu un faisceau, on va dire, de présomption contre Copé, dont Le Point a été, on va dire, le porte-drapeau, mais pas seulement Le Point, quelque part. Et tout ça s'est écroulé avec l'enquête judiciaire qui a montré qu'en réalité, il y avait eu beaucoup de détournements, ça c'est vrai, mais l'argent n'était pas passé dans la poche de Copé ou de ses petits amis, l'argent il est passé dans les meetings de campagne et on va dire toute la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy.
Je crois que la difficulté de la presse, c'est d'arriver à démonter ce réseau, parce qu'il faut du temps, il faut aller voir des gens. On a vu plus de 200 personnes au cours de cette enquête qui nous a pris 2 ans. On est allé voir 200 personnes, c'est des rapports de confiance qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a à la fois de la connivence de la part de certains journalistes, de certains patrons de presse. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Comme actuellement François Fillon, à part Nicolas Sarkozy, personne n'est mis en examen. Tout le monde a pensé, parce qu'il y a matière à le penser, que c'est Nicolas Sarkozy que vous visiez. Pourquoi avez-vous choisi de prononcer une telle phrase qui est tout de même violente? La question, c'est pas de savoir si c'est violent, c'est de savoir si c'est vrai. Qu'il est mis en examen, Nicolas Sarkozy, oui. Qu'il y a un problème d'abaissement de la morale publique, qu'il y a un problème d'abaissement du niveau d'éthique dans la vie politique. À cause de Nicolas Sarkozy? Non, il y a des ministres qui ne paient pas leurs impôts, il y en a qui ont des comptes en Suisse. Oui, mais bon. Attendez. Vous ne pouvez pas mettre M. Thévenoud et Nicolas Sarkozy sur le même plan. Ce que je mets sur le même plan, c'est la manière dont... Pourquoi vous n'assumez pas le fait que vous visiez Nicolas Sarkozy? Ce que je mets sur le même plan, c'est la manière dont le système politico-médiatique, au fond, passe sur toutes ces affaires. Tout ça, ça fait la une pendant 3 jours, et puis ensuite c'est fini, on n'en parle plus. Et moi, sur le terrain, je rencontre tous les jours des gens qui me disent, moi, quand je passe devant le radar, je paye. Voilà. Et si on veut rétablir l'autorité dans le pays, je dis qu'il faut des responsables politiques honnêtes, irréprochables. Donc vous parlez bien de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'est pas irréprochable. Je dis Est-ce qu'il est irréprochable? Prenons le problème autrement. Je dis que la question des affaires, et en particulier le fait que dans ma formation politique, il y ait au moins 18 millions d'euros qui aient disparu et que personne ne sache où ils sont. Parlez de l'affaire Big Malion. Tout ça, c'est malsain. Et je considère que si on veut redresser le pays, si on veut rétablir une forme d'autorité de l'État, il y a une question d'exemplarité qui se pose. Elle se pose à tout le monde. Elle se pose à tout le monde. Et la manière dont je l'ai évoquée d'ailleurs, en évoquant le général de Gaulle, elle concerne la question de l'exemplarité et de l'honnêteté. Elle concerne aussi la question de la manière de gouverner. Je pense qu'on a, depuis plusieurs années, abaissé la fonction présidentielle. Je dis que... Alors tout le monde explique que c'est à cause du quinquennat. Moi, je pense que ça n'est pas à cause du quinquennat. Je pense que cette façon de gouverner le pays en prenant le pouvoir de force, d'une certaine façon, puisque la Constitution, je le rappelle, elle donne le pouvoir au gouvernement de gouverner. Et on a depuis... il faut le dire, les 2 derniers quinquennats, un président de la République, que j'appelle un président de la République de fait divers, d'abord, qui parle à tort et à travers, et qui, deuxièmement, gouverne à la place du gouvernement. J'avais théorisé ça une première fois en disant, tirons-en les conséquences, supprimons le Premier ministre, mais créons à ce moment-là un régime présidentiel, avec un contrôle du Parlement sur le président de la République. Eh bien, je reviens sur ce sujet et je dis, si j'étais président de la République, j'exigerais que l'ensemble des membres du gouvernement soient irréprochables, et 2, je reviendrais à une conception gaulliste de la Constitution. Et si vous étiez mis en examen, vous ne vous présenteriez pas à cette primaire? C'est une évidence. Parce que lui, Nicolas Sarkozy, s'est reconnu évidemment dans vos propos. Écoutez ce qu'il disait. Vous voulez dire que je l'ai nommé? Bon. Je l'ai fait, il a été un bon Premier ministre. Je ne me donnerai pas le ridicule d'attaquer celui avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Voilà, ça se passe bien entre vous, dites donc. Je l'ai fait. Oui, enfin, cette manière de concevoir la politique, je l'ai nommé, je l'ai fait. Enfin, c'est juste, il vous a fait, Nicolas ridicule. Sarkozy? J'existais avant Nicolas Sarkozy. Je crois même avoir largement contribué à le faire élire en 2007, car il n'y avait pas beaucoup d'hommes politiques de droite qu'il soutenait à cette époque-là. J'ai passé un accord avec lui pour mettre en œuvre un programme. Je ne me reconnais pas dans cette manière de faire de la politique qui est une manière clanique. Guy Birnbaum. Manière clanique. Et Guy Birnbaum. Oui, c'est-à-dire je l'ai fait, je l'ai nommé, il me doit tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception de la vie publique? Nous, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la vie politique? On s'engage pour apporter des solutions au pays. Est-ce que les solutions que propose Nicolas Sarkozy pour le pays sont bonnes? C'est aux Français de répondre. Est-ce que les miennes
sont bonnes ou sont meilleures, c'est aux Français de répondre. C'est pas une question. On n'est pas dans un club où il s'agit de savoir s'il est loyal ou pas loyal à celui qui a été son président. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'ailleurs le même débat que j'ai entendu à propos de M. Macron et des socialistes. Est-ce que Macron est loyal ou pas? Tout le monde s'en fout. C'est pas la question. La question, c'est de savoir s'il a des solutions pour le pays. Bonne chance à la France. Bonne chance à vous, mes chers compatriotes. Soyez certains que français je suis, français je reste, et que tout ce qui de près ou de loin touche à la France me touchera toujours personnellement. Je suis comme ça. On ne change pas. Je n'ai aucune amertume, je n'ai aucune tristesse, et je souhaite le meilleur pour mon pays, pour vous, mes chers compatriotes, et pour celui qui ira conduire ce pays que j'aime tant. La droite a donné une bonne image. J'ai été heureux de participer à ce combat. Au revoir à tous. Ça veut dire, Gérard Fabrice, que Nicolas Sarkozy va se retrouver devant les juges. Alors, il faut rappeler qu'il y a une présomption d'innocence qui s'applique à toute personne. Lui, il est mis en examen pour corruption, trafic d'influence et également financement illicite de campagne. Ça fait quand même beaucoup de casseroles. Et est-ce que ça pourrait l'empêcher d'être candidat? Parce qu'on rappelle que Et non, parce que nous sommes en France, Thomas. Et en France, un candidat peut envisager de se présenter à la présidentielle tout en ayant des casseroles judiciaires derrière lui. En fait, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème quelque part moral. C'est-à-dire, est-ce qu'il est acceptable qu'une personne qui est plusieurs fois mise en examen sur des faits, on va dire, assez graves, puisse se présenter ou pas devant les électeurs? C'est autorisé, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Est-ce que, on va dire, le corps social, est-ce que les Français l'acceptent? Ça, pour l'instant, c'est partagé. Moi, j'ai écouté ce matin les réactions. Chacun de juger. Les réactions, évidemment, ça toujours à Nice et dans le Sud. Mais non, il a raison, c'est un complot. Les gens pensent ça. Ces électeurs ne bougent pas. Sarkozy va évidemment jouer sur la victimisation. C'est quelque chose qui a marché dans d'autres pays. Berlusconi, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Gérald Darmanin, qui est très proche, lui, de Nicolas Sarkozy. Oui, alors c'est un gouvernement qui sent le Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a 6 personnalités de droite, et c'est vrai, Gérald Darmanin est un proche de Nicolas Sarkozy, donc il y a la marque, de Sarkozy là-dedans. D'ailleurs, il avait dit, vous vous rappelez que Emmanuel Macron a, avant le remaniement, invité les anciens présidents de la République à déjeuner, et Nicolas Sarkozy lui aurait dit « Ne garde pas ton Premier ministre aussi longtemps que moi j'ai gardé Fillon, c'est-à-dire 5 ans, change à mi-mandat, c'est le temps de le changer, et il l'a écouté. Et donc... Ce qui est assez stupéfiant, c'est que c'est une garde à vue interrompue la nuit. Ça, moi, en 35 ans d'exercice professionnel, j'ai jamais vu. Alors, la question qui se pose, après, moi je connais pas l'affaire et je veux pas la commenter. Pourquoi n'a-t-il pas été entendu comme un témoin? Comme Hortefeux, c'est le régime qu'on a choisi pour Hortefeux. Qui est député européen, donc, avec une immunité. Et comme j'ai l'esprit assez mal tourné, je me suis dit, tiens, n'aurait-on pas choisi la garde à vue pour ce qu'elle représente dans l'opinion publique, d'incriminant? Une fois de plus, Jean-Luc Mélenchon est en colère. Il dénonce une justice d'exception et une manipulation politique. Dans son viseur, Éric Dupond-Moretti, l'avocat des policiers qui ont participé à la perquisition au siège de la France Insoumise. Alors je vais poser la question, combien coûte Maître Dupond-Moretti? N'y a-t-il aucun autre avocat connaisseur de ces procédures qui est mérité d'être... Enfin bref. Nous avons tous compris, je n'ai absolument rien contre Maître Dupond-Moretti, que je ne connais pas, qui doit être un homme parfait. J'ai la seule photo que j'ai de lui, que c'est celle où il est à côté de Madame Brigitte Macron, donc apparemment ils sont copains. Éric Dupond-Moretti accusé de connivence avec le pouvoir, une attaque qui fait bondir le célèbre avocat. Mélenchon dit, j'ai vu, il y a une photo de Dupond-Moretti et de Brigitte Macron. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi des photos de Dupond-Moretti et de Mélenchon, parce qu'il est venu me voir dans un salon... à Marseille, il l'a sans doute oublié, mais il y a des images qui circulent. Mais pour le reste, écoutez, je lui conseille d'aller voir un médecin, de prendre un peu de camomille ou un peu d'homéopathie, de se calmer, voilà, pas plus compliqué que ça. C'est un mensonge total et assez ignominieux, et qui est fait évidemment pour nuire à Buisson et à l'homme qu'il conseillait. Il est certain que le CRIF est l'expression politique du judaïsme français et entend protéger les intérêts de la communauté juive. Ils l'ont traité comme un bandit de grand chemin, multipliant les perquisitions, l'obligeant à quémander une douche, porte ouverte pour mieux l'humilier.
prolongeant pendant une année entière des écoutes téléphoniques, privilège réservé au grand banditisme. Ainsi, la vieille querelle entre juges et avocats rejoint-elle la radicalisation actuelle de l'ensemble des rapports sociaux. Et là aussi, comme partout depuis 2 ans, Hollande, qui avait promis de pacifier la société, accentue ses tensions et sa violence. Car le pouvoir politique n'a pas besoin de pousser les juges. Il met complaisamment des forces de police énormes à leur disposition dès que leur recherche s'oriente vers Nicolas Sarkozy. Valls est le bras armé de Hollande, qui se vante de savoir tout ce que fait son prédécesseur. Montebourg avait prophétisé que l'avenir de Sarkozy serait judiciaire. Que diraient nos indignés professionnels si un pouvoir autoritaire poursuivait de sa vindicte son adversaire politique pour l'empêcher de se représenter contre lui? Mais Hollande ne s'appelle pas Poutine. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? Je vais vous dire, en religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là, vraiment, ça m'intéresse pas. On voit bien qu'ils ne vont pas lâcher, mais on voit bien aussi que là, il y a une volonté vraiment de se faire Sarkozy, quoi. C'est incontestable. Comment se fait-il que Nicolas Sarkozy ait été mêlé à plusieurs affaires? Est-ce que, comme vous dites justement, on a envie de se faire Nicolas Sarkozy? Est-il seulement victime des juges? N'a-t-il pas une part aussi peut-être de responsabilité? Je vous ai dit, il a humilié gratuitement par des déclarations à l'emporte-pièce dont il était coutumier. Et ça suffit, des ça juges. Oui, je pense que ça suffit. Vous savez, Elle est où la quand justice? les gens ont le pouvoir, ils deviennent susceptibles. Or, aujourd'hui, les affaires Sarkozy sont révélatrices de ce que je vous dis tout le temps, c'est-à-dire de l'alliance entre les juges et les médias, en l'occurrence entre le juge Tourner et Mediapart. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait fuiter des informations, on annonce des choses, Mediapart désigne des coupables, ou Mediapart désigne des témoins, et les juges prennent la relève. Vous voyez, on se passe la rhubarbe et le sané. Il y a manifestement une alliance, incontestablement, entre certains juges et Mediapart. Et chacun facilite le travail de l'autre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le contre-pouvoir judiciaire, médiatique, est devenu le pouvoir. Et l'ancien président Sarkozy devient un gibier. Je suis très content d'être de nouveau ici à Moscou. Beaucoup d'événements sont passés et je connais ma conviction que le monde a besoin d'aide et que la Russie et l'Europe sont prêtes de travailler ensemble. Il nous est arrivé d'avoir des désaccords, mais j'ai toujours pu trouver les voies d'un bon compromis lorsque nous avons parlé. Ils sont élus. La vie politique est faite de mort et de renaissance. Donc il faut avoir aucune perspective historique pour se permettre des jugements aussi caricaturalement brutaux. Mais est-ce que le salut, pardon, peut venir de l'union des droites, comme le propose par exemple C'est extrêmement intéressant. Comme vous le savez, j'ai toujours été contre toute forme d'alliance avec le Front National. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquels le mot est coupable. Moi, j'aime les mots. Pour revenir au pouvoir, ils ne trouvent rien de mieux que de s'allier avec le mouvement 5 étoiles, qui, entre autres, stupidité, est contre les vaccins. Enfin, pour dire, enfin, vous imaginez tout ça. Ils ont eu tort pour empêcher... plutôt que de laisser Salvini bien sûr. prendre les pleins pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire une alliance contre nature uniquement pour empêcher les gens. On raconte comment son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui se battait contre les paradis fiscaux de manière très bruyante, gagne aujourd'hui de l'argent en faisant des conférences pour des établissements qui sont implantés de manière extraordinaire dans les paradis fiscaux. Jusqu'aux années 2000, la France était l'un des principaux détenteurs de stocks d'or. Sauf que, et je tiens ici à revenir sur cette décision, sauf que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances,
a commencé à vouloir vendre une partie du stock d'or de la France. Il l'a poursuivi d'ailleurs lorsqu'il était à l'Élysée. Ça veut donc dire que, en gros, avec Nicolas Sarkozy, on a perdu 26 milliards d'euros. Une somme dont on n'a même pas idée. C'est une somme absolument colossale qui représente des centaines de constructions, de ponts, de routes, d'hôpitaux, etc., etc. En gros, c'est un véritable scandale. En gros, il faudra quand même un jour ou l'autre que l'on s'intéresse d'un petit peu plus près à ces opérations, que l'on s'intéresse à ce qui s'est passé exactement entre 2004 et 2009, et puis surtout de voir l'avenir. Lorsque nous arriverons au pouvoir, je peux vous assurer qu'il n'y aura aucune vente d'or qui ne soit effectuée sans qu'elle soit d'abord et avant tout validée par l'Inspection générale des finances du ministère des Finances, par la Cour des comptes et puis même par les parlementaires, députés et sénateurs. Et puis fondamentalement, dans la phase actuelle, nous avons intérêt à garder l'or et même à thésauriser de l'or pour assurer la crédibilité de la signature française. En conclusion, je m'adresserai ici aux plus jeunes, à ceux qui sont sur Netflix et qui regardent cette série espagnole qui s'appelle Casa de Papel, vous savez, où il y a un braquage, où on braque l'or de la Banque d'Espagne, de la Banque centrale d'Espagne. Avec Nicolas Sarkozy, il n'y a plus besoin de regarder Casa de Papel. En fait, Nicolas Sarkozy, il a braqué l'or de la France pour le vendre au taux les plus bas à des banques ou à je ne sais pas qui. Nous, il n'en sera plus question. Si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? Alors je vois cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante. Tellement originale dans sa pensée. Sous Nicolas Sarkozy, les plaintes pour bavure policière ont augmenté de plus de 40% en 2 ans. Il y a encore 18% d'augmentation des plaintes en 2004. On a le sentiment là qu'il y a une montée de violence entre la police et les citoyens. Et on se dit, est-ce que si c'était à refaire, vous auriez peut-être pas un discours... Non, vous avez encouragé les policiers. La question c'est, est-ce qu'en remobilisant la police, j'augmente le nombre des bavures? Eh bien moi je pense que non. Je pense qu'au contraire, c'est une police démobilisée, non hiérarchisée, non animée, où il y a plus de risques de bavure qu'une police soutenue et qui, parce qu'elle est soutenue, sait que je n'accepterai rien. Pour Alain Bauer, ancien conseiller de Michel Rocard, que Nicolas Sarkozy a nommé à la tête d'un observatoire de la criminalité, on a certes mieux sécurisé les logements et les voitures, mais les agressions physiques contre les personnes, elles, ont été multipliées par 5 en 10 ans. Tout va bien, il ne se passe rien. C'est l'indicateur de la violence qui est l'élément important. Or, cet indicateur-là, sous Sarko ou sous qui que ce soit d'autre, a continué imperturbablement à monter de 1994 à cette année. Il fallait dire, je m'en occupe, je montre du bleu partout. Et il y avait du bleu partout. Et donc les Français n'attendaient pas de sa part des résultats. Ils attendaient que pour la première fois, quelqu'un leur dise, je m'en occupe de ce truc-là. Il l'a fait. Privilégiant la répression, le ministre va demander à ses troupes de faire du chiffre. Je vous soutiendrai de toutes mes forces, parce que votre tâche n'a sans doute jamais été aussi difficile. Encouragés par les discours musclés du ministre, certains policiers vont avoir un peu tendance à se croire tout permis. Témoignage d'Omar Baha, un jeune comédien français. Un soir de décembre 2002, il regarde le ministre de l'Intérieur à la télévision. Avec une stratégie. S'il y a une bavure, je vous garantis qu'elle sera sanctionnée avec une très grande sévérité. Quelques jours après cette promesse du ministre, Omar Baha tombe sur des policiers en train de matraquer un homme à terre près de la gare de l'Est, à Paris. Quand il leur parle des engagements de Nicolas Sarkozy à la télé, des policiers lui assènent un violent coup d'extincteur au visage et il se retrouve en garde à vue pendant 48 heures avec le nez cassé. Quand il veut porter plainte, Omar Baha se fait éconduire par l'IGS, la police des polices. Grâce à un avocat, il parvient finalement à saisir la justice. Quand l'affaire sort dans la presse, Nicolas Sarkozy suspend les 2 policiers mis en cause.
Dans ce contexte tendu, Omar Ba reçoit à son domicile d'inquiétantes menaces téléphoniques. Et des coups de fil comme ça, Omar Ba en a reçu une douzaine. Je me souviens, dans un métro, une personne de couleur... Omar Ba. Oui, enfin, qui s'est fait casser le nez. Ouais. Bon. Lors d'une interpellation. Je me souviens très bien de ma réaction. Le rapport qui m'avait été donné disait que tout s'était bien passé. Et j'ai dit au responsable, mais pourquoi on se casse le nez comment? Il s'est cassé le nez tout seul, ce monsieur? Et c'est moi-même qui est suspendu... suspendu, parce que moi, en tant que ministre, j'y étais pas, mais suspendu, en attendant qu'il y ait une preuve qui soit apportée. J'avais été choqué de cette affaire. Il y en avait une autre. On l'a vu, Omar Ba, en fait, si vous voulez, oui. Dernièrement. Donc, si vous voulez, lui, il est choqué parce qu'il dit, moi, justice n'a toujours pas été rendue, les policiers n'ont toujours pas été jugés. Vous les avez suspendus, mais réintégrés au bout de 2 mois. Ah ben, suspendu, je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas ministre de la Justice, et je ne l'étais pas. Et la justice, elle est dans la main des juges. On peut quand même pas dire, franchement, qu'en France, il n'y a pas de justice. La France, en matière de cannibalisme, c'est la double peine. C'est-à-dire que vous avez à la fois un État hypertrophié, un taux d'imposition difficile à supporter, y compris et surtout pour les classes moyennes, parce que la France est un pays où les ultra-riches payent assez peu d'impôts. Donc, il y a ça. C'est la première partie de la peine et de la sentence que doivent supporter les Français. Et la deuxième, c'est l'absolue démission face aux banques. Enfin, il y a dans le livre, on raconte par exemple l'attitude des banquiers quand ils sont auditionnés en vue de la loi bancaire, par exemple, ou quand ils sont auditionnés au Sénat pour parler des paradis fiscaux. Mais leur niveau de morgue, de mensonge et d'attitude qu'on pourrait quand même apparenter à du chantage, du genre si vous faites une loi trop contraignante, nous ne prêterons plus d'argent aux PME, nous ont absolument sidérés. Alors qu'ils ne prêtent plus d'argent aux PME, d'ailleurs, n'est pas une menace très crédible parce qu'ils ne le font déjà pas. Donc on ne voit pas très bien ce que ça changerait. Mais voilà, la France, c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que d'une certaine manière, en matière de cannibalisme, c'est vraiment un pays qui est un peu schizophrène. Je suis totalement opposé au Brexit. Nous perdons la deuxième économie d'Europe, c'est un drame pour nous, c'est un drame pour eux. Mais le problème du Brexit n'est pas un problème britannique. Si on posait la même question dans la quasi-totalité des autres pays, on aurait la même réponse. Et nous, en France, M. Raffarin, j'espère qu'il n'a pas oublié que le référendum qu'il avait organisé avec Jacques Chirac, il y a eu 55% pour le non. Donc ne donnons pas trop de leçons. L'ancien président dresse également les portraits parfois pas très élogieux de ses anciens compagnons de route, à l'image de Jean-Louis Debré. Or, celui-ci n'était autre que Jean-Louis Debré, qui m'a toujours voué une haine tenace, fondée sur une jalousie irrationnelle, mais assez fréquente chez cet homme. Ou encore François Bayrou. Je le connaissais depuis longtemps et n'ignorais pas que son tempérament profond le portait à une détestation de tous ceux qui avaient réussi, là où il avait lui-même échoué. Donc c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc tant pis c'est s'il pas faut laisser la gauche de reprendre famille le pouvoir. malade qui vous fera une grande famille en pleine forme. C'est autre chose, de nouvelles idées, une nouvelle énergie. Quelqu'un pour incarner cette énergie. Parce que je suis désolé. Justement. Attends, je suis désolé. C'est pour ça que je dis que je crois au vertical. Une émission de télévision s'incarne. Et Dieu sait que vous l'avez incarné, c'était pas si évident. Dans une famille, on s'incarne. Comment voulez-vous qu'il y ait que la politique ne s'incarne pas? Donc, d'abord, je veux dire à tous ces militants républicains qui sont déçus et peut-être qui ont perdu parce qu'il y a eu tant de défaites. C'est normal. Mais vous savez, le soleil se relève toujours. Je vous le dis. Vous avez toujours votre carte Toujours, et même je paye ma cotisation. C'était juste pour vérifier. À la une également ce soir. Comme vous le savez, je ne suis plus dans la vie politique partisane. Vous ne le serez plus jamais? Jamais. Dans la vie, tous ceux qui disent jamais, vous savez comment ça se passe.
Vous avez passé combien de temps à attendre l'ancien président? On est arrivé, ça fait 1 heure à peu près. Oui, à peu près 1 heure. Oui, à peu près, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller le voir là? C'est un souvenir, des souvenirs de l'époque de sa présidence. Merci à tous. Hein. Merci à vous. Merci. C'est presque un accueil de star qu'il a Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Ah mais tout à fait. On aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy un jour, Nicolas Sarkozy tout autre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fan de Nicolas Sarkozy? Tout à fait. Ah oui, alors. Bien sûr. Ah bah c'est Nicolas. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur le président. Merci, tu as quel âge? 25 ans. Bien, merci. Merci. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Bien. Je peux avoir une petite photo? Bien sûr. Pourquoi à 17 ans on vient voir Nicolas Sarkozy et prendre une dédicace? Eh ben, en fait, je veux forger mon opinion sur la politique d'aujourd'hui et du coup, je me renseigne donc sur les personnes qui se présentent comme Nicolas Sarkozy et pour en apprendre plus. J'ai décalé mes vacances d'ailleurs pour venir. J'ai lutté contre l'envie de mon mari de partir avant, mais il fallait que je le voie. C'est passé vraiment une rencontre, ça a duré quelques secondes. Mais voilà, on l'a approché, quoi. C'est bien. Et ça valait le coup d'attendre 2 heures pour ça? Oui. Oui, bien sûr, oui. Vous savez, je suis pas certain qu'on le revoie dans notre vie une seconde fois. Une courte vidéo enregistrée à Beyrouth il y a quelques jours où Ziad Takieddine dédouane très clairement l'ancien président. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis. Le problème, c'est que l'homme d'affaires a répété exactement l'inverse pendant des années, et pas seulement dans le bureau du juge, comme ce matin d'avril 2013 sur RMC et BFM TV. De l'argent a été versé. Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Directement? Directement. Nicolas Sarkozy, qui a toujours dénoncé une machination, a mis moins d'1 heure hier soir à réagir. L'ancien président se dit stupéfait. La vérité éclate enfin, écrit-il, avant de demander l'annulation de sa mise en examen. Qu'Emmanuel Macron serait, paraît-il, très en colère contre Nicolas Sarkozy, alors que l'on pensait jusqu'ici que les deux hommes s'entendaient au contraire très bien, qu'ils se contactaient très régulièrement et qui, Emmanuel Macron, demandait les conseils de son prédécesseur. Et pourquoi donc cette colère? Eh bien, à en croire les journaux, parce que l'actuel locataire de l'Élysée reprocherait à l'ancien président, à Sarkozy, d'avoir participé en coulisses à la montée de Vivendi, qui est la propriété de la famille Bolloré, au capital du groupe Lagardère. Selon l'opinion, cette montée en puissance dans le capital de Lagardère aurait pour conséquence que Vincent Bolloré, qui est un milliardaire français, une des grandes fortunes françaises, qui a déjà le contrôle de Canal+ et de CNews, eh bien pourrait à terme récupérer dans son empire des fleurons médiatiques français, comme par exemple le Journal du Dimanche, Paris Match ou bien Europe 1, qui sont des propriétés du groupe Lagardère. Alors c'est cela qui a, paraît-il, rendu furieux, je cite entre guillemets, l'actuel président de la République, dont le magazine L'Opinion assure par ailleurs qu'il suivrait de très près les activités de Nicolas Sarkozy. Et on apprenait par les mêmes médias que selon un proche d'Emmanuel Macron, il faut prendre Sarkozy au sérieux dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette information, c'est que je vous demande d'y réfléchir. Elle confirme, au vu et au su de tout le monde, ce que je ne cesse de dire, et beaucoup d'autres d'ailleurs avec moi, sur le fait que les élections, et notamment l'élection présidentielle, sont manipulées par les médias. En réalité, cette information, elle est capitale. Elle montre à tous les Français que, en effet, celui qui détient les médias peut influencer le contenu de ces médias et peut promouvoir tel ou tel candidat. C'est un aveu phénoménal qui est ainsi mis sur la place publique.
l'ombre de Nicolas Sarkozy plane sur le nouveau gouvernement. Même Éric Dupond-Moretti lui emprunte ces mots. Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé. Moi, Français de sang mêlé. Et moi, Français de sang mêlé. Mais c'est surtout la nomination de certains de ses proches à des postes clés qui interrogent. Comme Jean Castex, le nouveau Premier ministre, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence Sarkozy. Roselyne Bachelot et Bruno Le Maire ont eux aussi travaillé sous son mandat. Ou encore Gérald Darmanin qui marche dans les pas de son mentor, nommé premier flic de France il y a 15 ans. Il y a comme un air de déjà-vu. Que les forces de l'ordre soient assurées de mon soutien total, qui ne doutent jamais, à aucun moment, du fait que je serai toujours le premier d'entre eux. Le nouveau ministre de l'Intérieur a été le porte-parole de Nicolas Sarkozy dans sa course à la présidence de l'UMP, puis son coordinateur de campagne pour sa primaire de 2016. C'est très important pour nous, au moment où on va commencer à élaborer un projet politique pour l'alternance. Gérald Darmanin, à l'époque jamais bien loin, a-t-il bénéficié aujourd'hui d'un coup de pouce de Nicolas Sarkozy? Jean Castex a en tout cas insisté pour lui donner les clés de Beauvau, un portefeuille régalien. L'ancien président avait pourtant promis de raccrocher à plusieurs reprises. En dédicace de son best-seller l'été dernier, il refusait même de commenter l'actualité politique. Je ne veux pas en parler. D'abord parce que si c'est pour critiquer, c'est pas bien malin, car c'est très facile de critiquer. Et si c'est pour soutenir, ça me remet dans le jeu politique. Pour Camille Pascal, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, il existe en tout cas de vrais points communs entre Emmanuel Macron et l'ex-président. Il y a des similitudes et on voit bien, me semble-t-il, là, et ça va au-delà de la personne d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy, qu'il y a un rapprochement entre sarkozysme et macronisme. Ils ont en commun... Il se trouve que par le hasard de la vie, un jour à l'Élysée, j'ai reçu un message d'un jeune homme qui a laissé un message à ma secrétaire, j'étais absent, et qui dit « Jeune avocat gaulliste, a beaucoup d'admiration pour vous, souhaite devenir président de la République, aimerait vous rencontrer. » J'ai trouvé le message si intéressant que j'ai fait venir le jeune homme. Il s'appelait Nicolas Sarkozy. J'ai fait visiter l'Élysée, on est devenus copains, on est devenus très amis, mes enfants sont amis des siens, et notre amitié n'a rien à voir avec la politique. J'ai jamais voté pour lui, j'ai pris parti violemment contre ses idées, tant en 2007 qu'en 2012. J'ai fait campagne contre lui, ça n'a rien changé à notre amitié, ni pendant les élections, ni avant, ni après. Je le respecte. Il me respecte, on a déjeuné ensemble encore il y a 15 jours, mais je n'ai jamais voté pour lui et j'ai toujours pris position contre lui. Le fait le plus marquant, c'est que les États-Unis ont réussi à trouver une façon de sortir provisoirement de leurs difficultés budgétaires et de relancer la machine tout en créant les conditions d'une maîtrise à venir de l'émission monétaire. Donc ça donne un sentiment que la cavalerie continue, que la pyramide de Ponzi est encore là et que la croissance virtuelle va continuer. Maintenant, c'est tout. Et quel est selon vous le fait marquant pour la France? Le fait marquant pour la France est arrivé le 31 décembre, avec les vœux du président. Donc, d'un point de vue chronologique, c'est encore en 2013. Alors, comme sur la première question, le fait américain a été préempté, et que pour ma part, je suis un optimiste, je dirais que le fait marquant de l'année 2013, ça a été l'accomplissement du sauvetage de la zone euro et l'union bancaire, qui quand même a marqué la fin d'un travail qui avait été enclenché en juin 2012 et la sortie de la crise, en tout cas pour le moment de la zone euro, sa stabilisation financière et le fait que la zone euro, elle, continue à baisser ses déficits, à rester dans le sérieux, n'est pas dans le Ponzi scheme, mais est sortie de la grande fébrilité et de la déstabilisation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous a remis tous dans un chemin vertueux. Et j'aurais tendance à copier mon voisin pour ce qui est du fait marquant en France de l'année 2013. Je crois que vraiment, les vœux du 31 ont été le fait marquant parce que c'est aussi le résumé, l'accomplissement de tout ce qui a été fait durant l'année. C'est-à-dire c'est non seulement une ligne de fuite sur ce qui doit être fait en 2014, mais le résumé de l'esprit dans lequel cette année 2013 s'était faite et son accomplissement à plein. Et pour moi, la seule solution, elle est très simple. L'idée européenne a 70 ans. Il faut la refonder. Sarkozy, d'être venu sur le plateau, c'est à vous. Cette image que vous avez montrée, c'est Noé. Noé n'est plus, parce que Noé a eu un cancer. Et franchement, Noé a eu un cancer à 7 ans, il est mort à 10 ans. Et le moins qu'on puisse faire, c'est qu'on donne de l'argent aux chercheurs
pour que ce qui est arrivé à Noé n'arrive pas. Où est Noé? Où est-ce qu'il est allé? Il a emmené le troupeau sur la colline. Seigneur, je vous en supplie, ne faites pas cela. Renoncez, Seigneur. Écoute-moi, Noé, mon fidèle serviteur. La cruauté de l'homme sur la terre ne connaît plus de limites. C'est pour cette raison que j'ai décidé de l'éliminer et avec lui tous les animaux de la création. Je vous en prie, révisez votre jugement. Je regrette d'avoir créé les hommes, car ils ont répandu la violence et la corruption aux quatre coins du monde. Vous avez raison, Seigneur, je le reconnais. Cependant, je vous en prie, accordez un délai à ces misérables créatures avant d'abattre sur elles votre châtiment. D'ici la nouvelle lune, je parcourrai la terre, dans l'espoir d'y trouver une ville ou un campement d'hommes vertueux. Je consens à exaucer ta prière, Noé, mon fidèle serviteur. Chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française. Et pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. Alors c'est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier, mais j'observe qu'en période de crise, il y a les pseudo-spécialistes qui se précipitent et qui disent du mal de quelqu'un. Il faut un coupable, et c'est celui-là. Bon, franchement, ça m'a paru déplacé. J'ai aucune compétence pour dire qui a raison ou qui a tort. En tout cas, c'était pas le sujet. Chacun a fait comme il a pu, et lui le premier. J'étais pendant 2 ans chez Truffaut, je les salue. Et il y avait un garçon qui s'appelait Germain, qui était beaucoup plus compétent que moi. Avec la blouse. Et oui, lui, il avait la blouse des chefs, la blouse blanche. Et on montait dans le camion, et il me faisait faire tout le boulot qu'il ne voulait pas faire. Et un jour, on monte dans le camion, et il me dit, ça m'a toujours jamais oublié ça. Il me dit, aujourd'hui, tu as de la chance. Je dis, mais pourquoi j'ai de la chance? Ben, tu as de la chance parce qu'on met des rhododendrons. Je dis, en quoi ça me donne de la chance? Et il me dit, ça, on voit que tu n'y comprends rien et que tu n'y connais rien. Je dis, c'est sûr, mais explique-moi. Il me dit, parce que, mon petit malin, les rhododendrons, ça aime la terre légère. Et je lui ai dit, tu crois donc que 50 kilos de terre légère, c'est moins lourd que 50 kilos de terre lourde? Vous racontez cette anecdote parmi d'autres. Je vous dis, je vous jure qu'elle est vraie. Je ne sais pas ce qu'est devenu Germain. J'espère qu'il est toujours en vie. Bravo homme. Mais j'ai bien ri ce jour-là. Et il s'en est sorti en me disant, ça se voit que tu as fait des études. Passion, c'est aux études. Tocqueville fait cette remarque extraordinaire dans son livre de la démocratie en Amérique. Quand il revient en France, il dit notamment aux aristocrates français qui le lisent, il dit « Moi, je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira. » Eh bien voilà, c'est exactement ce que nous apprend cette altercation qui vient d'avoir lieu, semble-t-il, entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. C'est que on est encore dirigé en France par des gens qui pensent que les Français voteront comme on le leur dira, comme leur diront tous les grands médias de la presse audiovisuelle ou bien des grands magazines et des grands journaux. Alors, je vous prends à témoin, l'élection présidentielle, c'est dans un peu moins de 2 ans. Il faut d'ores et déjà que les Français s'arment d'un antidote, qu'ils comprennent que certains ont décidé de les manipuler comme ils ont été manipulés en 2017 d'une façon éhontée depuis 2 ans avant 2017 pour promouvoir Macron. Ce que craint Macron, c'est qu'en fait, les oligarques qui tiennent les grands médias aient décidé de se passer de ces services à partir de 2022 et d'avoir recours à un autre candidat. C'est ça la crainte de Macron. Eh bien, si vous, toutes les personnes qui me regardent, si vous ne voulez pas être encore une fois manipulé, vous devez savoir et dire autour de vous que la première chose à faire, c'est de ne plus croire les grandes chaînes d'information télévisuelles, ni les grands médias, mais d'aller rechercher de l'information sur les sites, sur Internet, et en particulier, bien entendu, à commencer par le site de l'Union populaire républicaine. Parce que nous croyons encore dans la démocratie, et nous voulons que les élections de 2022 se tiennent de façon, si possible, le plus possible transparente,
avec une égalité parfaite de traitement des candidats. Depuis le temps que l'on patiente dans nos vies misérables, on entend qu'on s'amuse et qu'on chante à l'autre bout du couloir. Ils ont imposé un verrou et on a plongé dans le spectacle. On a vu les grands films, ces acteurs et ces gens autour. Dans les premiers moments, on a cru qu'il fallait simplement attendre. Cette situation est sans issue, on commence à comprendre. Ils ont refermé derrière nous, ils ont eu peur pour les bouscales. On va bien finir par les avoir. Tous ces politiques, est-ce que ce monde est sérieux? 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 En France d'hier, on se souvient de tes prairies bordées de forêts. On ne va pas trembler devant ce printemps, ces menaces. On va les attraper et leurs égos les faire payer pour tous leurs crimes. Ce soir, la femme du businessman dormira sur un tas d'oseille. Est-ce que ce monde est sérieux? 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 On a écouté des hommes presque cru être des victimes. Ils ont frappé fort sur nos consciences pour que l'on s'inquiète. Ils sortent d'eau, ces à claque, avec leurs costumes de menteurs. On n'a jamais appris à se battre contre des tricheurs. Sentir les drogues dans nos têtes, c'est fou comme ça peut faire du bien. On a prié pour que tout s'arrête, France d'hier, je me souviens. On les entend rire comme l'on pleure, on les voit danser comme l'on titube. On ne pensait pas qu'on puisse s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?